Vous l'avez pas senti? Si. Non, mais vous l'avez pas senti venir? Ah non. Et salut à tous, on se retrouve pour le nouvel épisode de la campagne de Warhammer Made by Amateur avec l'avenir de l'Estali. Et pour cet épisode, on va faire le plus long, le plus dur et le plus âpre. Ça va être l'été de la campagne. Donc 2 tours de jeu complets, 4 mouvements d'armée, 4 développements de territoire, tout ça dans une bonne ambiance et dans un long week-end de jeu que nous avons fait tous les 6, rien que pour vous. Alors, pour vous rappeler un petit peu quand même où on en était, à la fin du printemps, c'est donc Lucie qui menait un petit peu le jeu en ayant sauvé le plus de civils possible grâce à son empire le plus grand de la carte. Et derrière, c'était Henri qui avait beaucoup de mal avec ses guerriers du chaos à avoir démarré le printemps. Donc pour l'été, la règle, rappelez-vous, spéciale, c'est que tous les jets de domaine de la lumière ou domaine du feu ont +1 au lancement de sort, vu que c'est l'été, il y fait chaud, il y fait beau, et le feu et la lumière sont bien plus bourrins. Donc pour ce premier tour de l'été, donc on va commencer avec l'ordre prédéfini de la fin du printemps, c'est-à-dire que ça sera d'abord Henri qui va jouer, ensuite Thomas, Lilian, je jouerai, Pierre continuera et ce sera Lucie qui terminera. Donc écoutez, on est parti pour le début de l'été, soyons fous, choisissons Henri qui va démarrer en choisissant ses événements. Alors Henri, il démarre son été en choisissant l'événement face à face avec ses guerriers du chaos. Et il choisit donc de faire les premiers déplacements avec son grand général du chaos. Donc il jette ses dés de déplacement et il fait un 4, donc il fait 5 de mouvement. Il décide simplement d'avancer jusqu'à la cité la plus proche pour pouvoir la contester et surtout l'occuper. Pour son jet d'avancée, son jet de développement de territoire, il fait un beau 9, donc il développe correctement, il prend quelques forêts et quelques montagnes, il développe sur le flanc ouest de son empire, menant une petite menace en face des hommes lézards. Donc voilà, c'était un tour tout simple pour lui. Alors Thomas enchaîne. Thomas, il choisit en événement les tourelles sur la plage parce qu'il voit que Henri a encore un général pas très loin du littoral pour éviter que son empire soit attaqué par la mer. Il choisit ensuite sa grande générale vampire pour se déplacer. Il fait un petit 4 pour se déplacer, donc pas trop mal. Il avance à travers les montagnes, donc là ça met tout de suite le là. Je comprends qu'il veut essayer de passer la chaîne de montagne et venir contester de l'autre côté de la chaîne de montagne, de l'autre côté de l'Estali, donc plutôt de mon côté. Bon, j'étais pas super content à ce moment-là. Pour ses points d'avancée, il fait un petit 4, donc il se développe très légèrement, voilà, sans vraiment menacer qui que ce soit. Il reste encore assez calme pour un compte vampire, moi je m'en méfie là. Donc ça fait déjà 2 joueurs qui ont fait le premier tour. Allons-y ensuite avec Lilian. Lilian qui choisit l'événement espion, au cas où son armée devait rencontrer quelqu'un en face. Et il choisit de bouger avec son grand général orque noir par la mer. Alors il avance au bord des côtes parce qu'il fait un 5, donc 5 plus 1 ça fait un beau 6, et en passant par le littoral ça peut aller très très vite. Donc comme vous le voyez, il s'approche du littoral par sa capitale, enfin par sa fleur de déplacement de base, et ensuite il prend la mer et se dirige très loin vers l'intérieur des terres. Voilà, il avance vraiment plutôt du côté aux elfes et non plus de mon côté avec son grand général orque noir. Voilà, il a compris que les Bretoniens sont très costauds face aux orques et gobelins, donc il va essayer plutôt d'aller voir les Azores. Ensuite, voici mon tour. Je choisis en événement l'Alliance, il restait plus que celui-ci, et je choisis de m'allier avec Lucie, voilà, parce qu'on est tous les deux autour des orques et gobelins. Lucie était très encline à vouloir aider mes Bretoniens, ou alors à les utiliser, je ne sais pas. Donc elle accepte mon alliance, donc j'ai pendant au moins un tour l'alliance des OL, je suis assez content. Je choisis d'avancer avec mon grand général du Graal, tout simplement parce que voilà, le développement de Lilian avec ses 6 points d'avancée qu'il a eu l'ont fait se développer un petit peu proche de moi, donc j'avance avec mon grand général du Graal. Je fais un 1 seulement, mais heureusement je démarrais depuis une plaine, donc j'avance à 4.
Et ensuite, en point d'avancée, je fais un beau 10. Donc je développe énormément mon territoire et surtout vers le nord. Je prends possession de la cité, je prends possession de l'hexagone vide au milieu de mon empire, et surtout je le développe au nord pour empêcher à ce vampire en fait de venir me contester sur mon côté de la chaîne de montagne. Ensuite, c'est au tour de Pierre. Pierre avec ses hommes lézards. Il n'a plus d'événements à choisir, alors il choisit son armée avec son grand carnosaure, son grand sang ancien, et non pas avec son grand général d'armée. Et il fait un beau 6 en déplacement. Il voit que le prince démon de Henri s'est un peu trop approché. En même temps, il n'est pas trop loin de son territoire, mais il veut poser la situation. Donc Pierre attaque Henri. Il attaque son prince démon avec son armée commandée par son carnosaure. En plus, avec ses points d'avancée, il fait un beau 9. Donc 5, 6, 7, 8. Non, il fait un 8, pardon. Donc il fait un 8 et il se développe lui. Comme Henri l'avait fait pour le tour du printemps, il avance en direction de la cité fortifiée on va dire, laquelle il tournait autour pendant le printemps, et il la prend. Hein, voilà, il fait une grosse avancée avec son empire, vraiment du côté des guerriers du chaos. De plus, il les attaque, donc voilà, Henri et Pierre se sont vraiment déclarés la guerre pour de bon. Ça va plus être long avant que les faux semblants éclatent et que la guerre vraiment commence parmi nous. Donc la bataille, je vais vous la détailler, bien sûr. Ça sera certainement pas la seule de l'été, vous vous en doutez. Donc écoutez, on est parti pour savoir qui a gagné la bataille entre qui a gagné le combat entre le carnosaure monté par un sang ancien Saurus et le prince démon de Tzeentch de Henri. Donc la bataille qui a opposé Henri avec ses guerriers du chaos et Pierre avec ses hommes lézards. Alors Pierre avait fait une liste d'armées un petit peu basée sur, comme celle que j'avais déjà utilisée, très peu sur les tirailleurs skink et beaucoup plus sur des solides blocs d'infanterie aidés par des monstres, comme je vous l'expliquais. Il a utilisé également beaucoup ses terradons pour réorienter et surtout pour malmener la ligne bien ordonnée des guerriers du chaos. Et du côté de Henri, une liste comme je l'avais pensé, vraiment des blocs d'unités, des blocs d'infanterie, surtout soutenus par des chars, quelques monstres au milieu par-ci par-là, et des petits rabatteurs pour essayer de déstabiliser également la ligne homme-lézard. Alors, bien sûr, là aussi, je ne vais pas vous la détailler entièrement, mais avec, comme vous le voyez, un affrontement qui s'est passé en soirée. Alors, c'est pas du tout la soirée, c'était très très tôt. Mais pour vous expliquer, Henri a voulu simplement avancer et entrer en contact très rapidement. Voilà, il a voulu menacer et être très violent sur cette partie. La magie était légèrement avec lui, il avait beaucoup de blast de Tzeentch, et en face c'était que de la magie bénéfique par le petit lanceur de sorts de Pierre avec son prêtre skink, mais il a très très bien utilisé les machines des anciens, la machine des dieux et la machine solaire, toutes les deux vraiment pour abattre bien sûr les points faibles de l'armée de Henri, des guerriers du chaos. Les terradons et les tirailleurs skink ont parfaitement fonctionné en symbiose, les uns réorientant les ennemis et les autres les mitraillant de tirs empoisonnés. Avec cette alliance de terradons, de cailloux et des tirailleurs skink avec leurs sarbacanes, les rabatteurs de Slaanesh n'ont pas fait long feu, ils ont à peine fait un tour et demi. Ils ont été mitraillés très rapidement par ces unités très mobiles. Le prince démon de Henri, menaçant et voulant faire un face-à-face magnifique contre le sang ancien Saurus monté sur Carnosaur, n'a même pas eu le temps, car avec un super duo de blast de la machine des dieux et de la machine solaire, le prince démon de Henri a été one-shot en une seule phase de magie au tour 2. Donc ça a complètement désorienté Henri dès ce moment-là. Il comptait beaucoup sur la sauvegarde de Tzeentch, à 4+, sur son invulnérable sur son prince démon, mais quand vous prenez 12 attaques force 5 et vous prenez 5 attaques force 4, toutes qui vous bousillent la tête si vous êtes démon, ça lui a fait extrêmement mal et ça a fait popper directement son général au tout début du tour 3. Ça a été très 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 compliqué pour Henri.
Derrière, après, il a quand même réussi à faire deux, trois belles actions hein, du côté des guerriers du chaos. Par exemple, il a fait une charge combinée magnifique de trois unités complètes sur la cohorte Skink. Il a envoyé ses dragons ogres, un char du chaos et un char éventreur sur la cohorte de Skink avec les Croxigores. Il a malheureusement foiré une de ses charges avec un autre char du chaos sur les chevaucheurs sur sang-froid, enfin chevaucheurs de sang-froid, ce qui fait que son flanc droit avec ses guerriers du chaos a été, on va dire, malmené, car il s'est pris une contre-charge après, comme vous le voyez, des chevaliers Saurus et du général sur les guerriers du chaos. Alors les guerriers du chaos de Zinj peuvent se défendre contre une unité comme l'une ou l'autre, mais la dualité là fait très très mal, surtout qu'il c'est l'armée de son prince démon, donc il n'a pas les 21, il en a que 18 là. Il en a, vous allez me dire que 3 de moins, mais quand même ça fait plus impressionnant et beaucoup plus mal. Ces chevaliers du chaos ont réussi à charger la grosse cohorte de Saurus, mais là le nombre des Saurus là aussi a aidé. Hein. Bon, ils se sont joyeusement massacrés l'un et l'autre. Hein. Les Saurus ont reçu, on va dire, un soutien du Stégadon au tour 4, qui est venu charger parmi les chevaliers du chaos, et heureusement parce que les chevaliers du chaos ont mitraillé presque un tiers des Saurus en moins d'un tour, en perdant que 3 des leurs. Imaginez le carnage de cette unité blindée. Le Stégadon a réussi un petit peu à percer la ligne parmi les chevaliers, mais ils ne se sont pas enfuis. Hein. Non, 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 il en a tué 3 lui tout seul, le Stégadon, avec ses charges et les attaques de la bête. Mais ça a quand même extrêmement bien réussi à tenir. Hein. Même chez les guerriers du chaos, face aux chevaucheurs sur sang-froid et au général, ils ont largement tenu, même en perdant une dizaine des leurs, hein, et en enlevant seulement 2 ou 3 chevaliers. Ils sont quand même très bien débrouillés. La cohorte de Skink, par contre, contre les deux chars plus les dragons ogres, malgré la perte d'un dragon ogre du côté d'Henri et de son char du chaos, le char éventreur et les deux derniers dragons ogres, ayant massacré les Croxigores et ayant tué une douzaine de Skink en comptant les touches d'impact et les piétinements, non, hein, la cohorte de Skink était trop loin de son général, elle n'a pas tenu, elle s'est enfuie et a été rattrapée, bien entendu, par ces unités monstrueuses. Hein. Euh, c'est vers la fin du tour 5 que les combats sont terminés. Pas par des annihilations, mais par voilà, simplement les jets de commandement qui ne suffisaient plus. Hein. Les lignes n'ont pas tenu. Les chevaliers du chaos se sont enfuis, ont été rattrapés par le Stégadon hein, de Pierre. Oui, de Pierre. Et le Bastiladon est venu aider au dernier moment le général sur son Carnosaure. Les chevaliers Saurus sont morts face aux guerriers du chaos, mais l'aide du Bastiladon a permis à faire fuir les guerriers du chaos qui n'avaient plus assez de lignes pour être indomptables et à être rattrapés par le grand sang ancien Saurus de Pierre. Et au dernier tour, ben, les derniers dragons ogres qui avaient survécu, parce que le char éventreur s'est fait bousiller par les tirs empoisonnés des skinks, les deux derniers dragons ogres ont été tués par les machines des anciens, encore une fois. Hein, et ils ont été gênés par les terradons, ce qui a permis justement à Pierre de vraiment gérer la situation. Donc une partie qui a été sanglante, hein, mais pour la première fois, les guerriers du chaos se sont fait péter la tronche, on va dire, d'une façon très impressionnante. C'est rare que les guerriers du chaos s'enfuient hein, et ne tiennent pas des corps à corps comme ça, mais de très belles charges combinées, de très beaux combats de la part de Pierre. Henri s'est quand même bien débrouillé, hein, il a quand même réussi à emporter deux voire 3 régiments avec lui, mais dommage, la victoire était du côté de Pierre et de ses hommes lézards. Donc, la fin de ce combat du premier tour de l'été, ça a été remporté par les hommes lézards. Donc pour terminer ce premier tour de l'été, ça a été donc à Lucie hein, de démarrer ce deuxième tour de campagne. Et elle a choisi d'utiliser donc son grand général, son prince elfique sur Griffon. Et avec un jet de déplacement qui a fait 4, donc 5 de déplacement, elle s'est rapprochée de la cité fortifiée où se trouvait son maître du savoir de OS. Et avec un beau 11 en point d'avancée, elle a parfaitement développé son territoire, plutôt sur le flanc des hommes lézards. Donc on s'était bien tous rendu compte, après bien de mûre réflexion, comme je l'avais dit dans la vidéo précédente, que c'est sûr et certain que les hommes lézards et les hauts elfes ont fait une alliance entre eux, comme vous le voyez. Donc voici la fin du premier tour de l'été. Alors, en comptabilisant les hexagones, ben, le nouvel ordre des empires, c'est toujours Henri avec ses guerriers du chaos qui est à 23 hexagones, donc un peu plus petit que les autres.
Ensuite vient Thomas avec ses contes vampires qui en contrôle 25. Lilian avec ses archigobelins en contrôle 30 déjà. Mes bretoniens en contrôle 34 avec un beau jet de points d'avancée. Pierre et ses hommes lézards en contrôle 36 et Lucie, toujours à l'avance, en contrôle encore 39 pour la fin de ce premier mouvement de l'été. Donc on passe à la fin du premier tour de l'été, le mouvement des deuxièmes armées. Alors c'est toujours à Henri de démarrer, vu que c'est lui le plus petit empire, et là ce coup-là en événement, il choisit le face-à-face, et il choisit d'utiliser bien sûr son armée du prince démon qui vient de se prendre une déculottée assez impressionnante. Il l'a fait reculer dans sa capitale après sa défaite, vu qu'il n'a pas de forteresse et la cité est encore trop loin pour lui, et surtout elle n'est pas encore véritablement dans son empire vu qu'elle est contrôlée simplement par son héros. Donc avec un super beau jet de déplacement qui lui fait un 5 en tout, il peut avancer de 10 cases et on va dire contourne un petit peu l'armée du Carnosaure et s'approche de la fameuse cité fortifiée tenue par les hommes lézards. En jet d'avancée, en point d'avancée, il fait quand même un beau 9, donc il se développe correctement. Et là, du côté vampirique, comprenant que les hommes lézards sont pas vraiment d'accord pour qu'il s'engage sur l'ouest de l'Estalie. Ensuite vient le tour de Thomas. Alors Thomas, il choisit l'événement Alliance, et il me surprend, il décide de faire alliance avec moi. Alors, j'ai réfléchi pendant longtemps, j'ai essayé de négocier pour qu'il me donne les revenus de sa mine ou quoi que ce soit, mais il a simplement voulu une alliance, on va dire un pacte de non-agression, et j'ai accepté parce que certainement ses ancêtres étaient de Moussillon, vu que c'est un conte vampire du sud, donc peut-être que ses ancêtres étaient de Moussillon, un ancien bretonien, même s'il n'a aucun honneur, moi ça m'arrangeait de pouvoir au moins ne pas m'inquiéter du nord de ma position. Je me suis mis d'accord avec lui, je contrôle les hexagones qui sont à mon nord, sans qu'il vienne m'embêter, et on s'est mis d'accord là-dessus, donc j'ai accepté son alliance. Étant allié avec moi, il était tranquille, il a avancé donc avec son nécromant, son grand nécromancien, avec un beau 5 de déplacement, il a réussi à traverser la chaîne de montagne et à non pas aller de mon côté comme il s'était entendu avec moi, mais à rentrer dans la grande forêt du sud de l'Estalie, enfin du centre-sud de l'Estalie, s'approchant un petit peu du territoire archégoblin, donc il y en serrait un peu les dents, mais bon, il était encore un peu loin de faire quoi que ce soit en termes d'attaque. Avec un beau jet de points d'avancée qui fait 11, comme vous le voyez, il prend possession complètement des 2 mines qui entouraient son empire, et là devient vraiment menaçant, vu qu'il va pouvoir avoir beaucoup de bonus par rapport au prochain tour. Ensuite vient Lilian. Lilian, il choisit l'événement espion, toujours en méfiance des combats qui risquent d'approcher, pour avoir en fait nos listes d'armées avant de faire les combats. Et il choisit bien sûr son armée de son orque sauvage, de son général orque sauvage, et avec un petit jet d'avancée de 4, il décide de traverser les montagnes et d'aller rejoindre la mine au nord de sa position, au nord-ouest de sa position. Et là aussi, grâce à cette mine, si elle ne s'écroule pas au prochain tour, il pourra avoir des bonus pour les combats. Ces points d'avancée, ces points de déplacement, Lilian fait un beau 7, donc il se développe vraiment par contre de mon côté, au sud de sa position, pour bien m'obliger soit à traverser son empire, soit à passer par les montagnes. Donc c'est sûr et certain que ça va pas passer à un moment ou à un autre, il va vraiment falloir qu'on se rentre dans le lard. C'est prévu de toute façon. Vient mon tour, il me restait plus qu'un seul événement, je choisis les tourelles sur la plage pour éviter que mon empire soit attaqué par le littoral. Démarrant depuis une plaine, j'ai donc mon plus 3 de bonus et je fais un beau 5, donc j'utilise tous ces mouvements de déplacement avec ma prophétesse et traverse un petit peu les montagnes et contourne ou reste à côté de ce nécromancien là. Voilà, j'ai choisi d'accepter ce pacte de non-agression entre les contes vampires et mes bretoniens, mais je fais absolument pas confiance à Thomas, donc je le surveille de près. Pour mes points d'avancée, je jette avec seulement un 3, je fais juste 3. Donc je fais vraiment pas grand chose. Je n'utilise en fait, c'est pour augmenter la taille de mon empire, simplement vers mon ouest, pour vraiment verrouiller en fait cette position avec les orques et gobelins et obliger plutôt Lilian à utiliser ses points pour coloniser soit les montagnes, soit coloniser l'ouest de sa position. Ensuite, ça a été au tour, encore une fois, de Pierre. Pierre, avec son armée du Slan, il fait en déplacement, il fait seulement 2, donc il ferait un mouvement que de 3, mais vu qu'il est sur une tour de sorcier, il décide en fait de ne pas bouger.
Voilà, il campe un peu sur ses positions, il est libre de faire ce qu'il veut, hein. Et après, en point d'avancée, en point d'augmentation d'empire, il fait un petit 4. Donc il développe un petit peu sa position au nord, hein, sans vraiment inquiéter qui que ce soit, vu qu'il il avait fait une belle avancée au tour d'avant. Là, on va dire qu'il contrôle un petit peu, il ferme l'axe qu'il a ouvert. Ensuite vient le tour de Lucie. Lucie, avec son armée de maîtres du savoir, hein, n'ayant plus bien sûr d'événements, elle fait un déplacement tout petit, elle fait juste 3 de déplacement, enfin 4 de déplacement, pardon. Donc elle avance en direction du territoire orque et gobelin, menaçant, enfin étant vraiment menacée par 2 armées orques et gobelines, hein, qui sont quand même autour d'elle. Mais bon, voilà, elle temporise tranquillement avec son maître du savoir de Bref, c'est quand même une unité qui est assez costaude, très polyvalente, donc on va voir ce que ça peut donner. En point de développement, elle fait un petit 4, donc elle développe juste de quoi verrouiller son empire du côté orc et gobelin, avec la chaîne de montagne, et contrôler bien sûr la cité fortifiée, qui se trouve juste au nord de sa position. Donc un deuxième tour, enfin une deuxième phase de jeu de l'été, où il n'y a pas de combat. Voilà, on a déjà fait une partie modérément, on va dire, avec un beau 2500 points, mais là, on s'est pas frité. On a décidé de vraiment de temporiser. Donc là aussi, pour calculer un petit peu les empires, Henri est toujours un petit peu à la traîne avec 35 hexagones, mais il a fait une belle avancée quand même juste avant. Thomas est à 36, je suis à 37, Lilian avec ses archéoblins est à 38, Pierre est à 40 et Lucie, toujours bien devant, est à 43 hexagones de contrôler. Donc voilà, Henri a quand même bien rattrapé son retard. Lucie, voilà, traîne un petit peu de la patte, donc on va entamer la deuxième phase de jeu, le deuxième tour de l'été. Et c'est toujours Henri qui commence. Henri commence donc son deuxième tour de l'été et choisit l'événement face à face. Étant donné qu'il est à portée, on va dire, de deux armées d'une armée orque goblin, de deux armées hommes lézards, Henri choisit l'événement face à face et prend son grand général, le général Seigneur du Chaos. Et dans ses points d'avancée, il fait un 7. Et c'est là que Henri nous dévoile son plan. Et il fonce directement sur l'hexagone contrôlé par le prêtre mage Slann à la tour de sorcier. Il fait pile poil ce qu'il faut et choisit donc son événement face à face pour rencontrer le prêtre mage Slann. Donc ça va être très très moche. Ses points d'avancée, Henri nous surprend et fait un beau 11 et développe tout son est, hein, son sud et son est, pour arriver jusqu'à la chaîne de montagne et même contrôler une cité. Donc bravo à Henri, là il se démerde vachement bien. Et en plus, il choisit d'utiliser son événement et combat donc l'armée du Slann en face à face avec son grand général du Seigneur du Chaos. Donc comment se déroulent les face-à-face entre deux seigneurs? C'est pas vraiment les deux figurines qui sont déjà au corps à corps et qui se fritent, hein. Non, 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 elles sont à 6 pas l'une de l'autre, un petit peu comme dans une arène. Et c'est toujours, on va dire, le moins combattant des deux qui commence, parce que souvent les moins combattants, soit ils peuvent bien tirer, soit ils ont de la magie. Donc ce coup-là, ça a été le prêtre Mashlan qui a entamé les négociations. Le face-à-face a été radical. La tour de sorcier, je l'ai représenté par un grand arbre de vie, vu que c'est en plein milieu d'une forêt. C'est un grand arbre de vie, et le mage Slann a donc essayé, en choisissant le domaine du métal, bien entendu, hein, de faire une main de plomb en direct sur le Seigneur du Chaos. Pierre a fait un super beau jet, hein, il a réussi à passer son sort sans être dissipé par Henri. Malheureusement, avec sa main de plomb, il a quand même fait très 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 mal au Seigneur du Chaos. 5 blessures qui passent, hein, 5 blessures qui passent sur l'énorme endurance du Seigneur du Chaos. Mais il a une invulnérable 3+, et il peut relancer ses 1. Et avec ça, il ne perd qu'un seul PV, ce qui fait qu'il arrive au corps à corps. Et là, je vous laisse imaginer un seigneur du chaos avec un souffle force 4 contre un pauvre prêtre mage Slann. Toute l'armée homme lézard voit leur général se faire étriper la tronche par un seigneur du chaos particulièrement énervé. Très vengeur, hein, pas très content que le sang ancien ait gagné contre son prince démon. Donc le seigneur du chaos laboure le pauvre prêtre Mashlan et le renvoie de Patresse dans l'hexagone de sa capitale, vu que Pierre n'a construit aucune forteresse sur son territoire et qu'il n'a pas envie d'envoyer son prêtre Mashlan dans la cité fortifiée.
Donc bien joué de la part d'Henri, il prend le contrôle de la tour de sorcier et massacre le grand général de l'armée de Pierre. Donc on continue, ça a été au tour de Thomas, hein, vu que le tour de Lucao a été déjà bien sanglant. Le tour de Thomas, il choisit en allié les comtes vampires, il choisit en allié encore une fois les Bretoniens. Voilà, il me choisit, alors là je me suis carrément mis d'accord avec lui, je lui ai proposé un pacte de non-agression, sauf si à l'exception qu'il me donne tous les territoires au nord de ma position et les revenus d'une de ses mines. Et il a accepté. Donc il a choisi son grand général vampirique et a fait un beau jet de 7 de déplacement. Donc ayant compris qu'il n'avait aucune chance de pouvoir prendre les positions de l'autre côté des montagnes, il retourne, en fait il rebrouche chemin et retraverse son empire, comme vous le voyez, en direction de l'ouest. Il fait un beau jet de développement, hein, parce qu'il fait 8 de développement, et là il prend position et développe son empire au nord et à l'ouest de sa position. Vient mon tour. Je choisis de démarrer le deuxième tour de l'été avec la prophétesse. Je choisis l'événement des espions, hein, de l'espionnage. Et c'est, vu elle démarre dans les montagnes, j'ai pas mon bonus de mouvement et je fais encore une fois un 1 de déplacement. Donc je ne fais que 2 de déplacement et je m'enfonce dans les bois, on va dire, hein, autour de son armée de nécromants pour aller remenacer un petit peu soit la cité là, soit la tour de sorcier qui n'est pas loin. Pour mes points de développement, eh ben, je fais un 3. Donc pas super, donc je me développe au nord de ma position. Voilà. Je suis un peu nul là dans mes jets depuis 2 tours. C'est un peu embêtant. Bon ben voilà, hein, c'est le jeu. Tant pis. Autour de Lilian, avec ses orques et gobelins. Lilian avec ses orques et gobelins, bah, il prend l'événement des tourelles, hein, même s'il est assez protégé de ce coup-là, mais de toute façon il n'a rien d'autre à choisir. Et il fait en déplacement avec son général orque sauvage 3. Donc il est à portée et il choisit d'attaquer le maître du savoir de Lucie. Voilà. Pourquoi il décide de faire ça? Parce que sur son jet de mine, en fait, eh ben, sa mine s'écroule. il peut pas avoir de bonus parce qu'il fait un 1, donc il est hyper déçu. Donc sous la rage de son orque sauvage, en fait, les orques sauvages ne comprennent pas qu'il faut d'abord creuser les cailloux pour avoir de l'or. Voilà, ils ont fait effondrer la mine, ces espèces d'abrutis. Donc pour, on va dire, passer sa rage d'avoir perdu sa mine, il attaque Lucie et son maître du savoir de OF. Dans ses points de développement, il fait un beau 6, donc il se développe sur l'ouest de sa position, déclarant vraiment la guerre contre les hauts elfes. Donc c'est parti, on va voir qui a gagné entre le grand général orque sauvage de Lilian et le maître du savoir de OF de Lucie. Alors, la bataille qui a opposé les orques sauvages contre les maîtres du savoir. Alors, l'armée de Lucie était vraiment basée sur le Phénix, les maîtres des épées de OS, une dualité de chars, hein, le char de Shras, le char de Tiranoc, les sorts d'Avlorn, les 5 hommes dragons, les 5 hommes d'argent et les 5 patrouilleurs aériens, et la légion des gardes maritimes avec une petite baliste. Du côté de Lilian, il avait vraiment basé sur des troupes très fortes, hein, beaucoup d'infanterie, enfin des gros blocs d'infanterie, le gros bloc de 40 orques sauvages, les 30 orques noirs carrément, hein. Il avait pris tous les costos, 2 chars orques, la Ragnarok, enfin bref, des unités peu nombreuses et très 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 violentes, en tout cas avec beaucoup d'infanterie pour ne pas s'enfuir dès les premiers tirs elfiques, hein, et la magie elfique bien entendu. Très peu de magie par contre, hein, il avait simplement un petit mage niveau 2. Donc une difficulté assez grande de côté de Lilian, avec en face de lui quand même une armée très mobile. Ça a été très mobile et justement Lucie s'en est servie. Franchement, elle a hyper bien géré ses attaques et ses charges coordonnées. Elle a fait une très belle charge coordonnée au tour 3 avec son Tiranoc et ses gardes maritimes, après avoir un tout petit peu affaibli les costos en en ayant tué seulement 3-4. Donc un combat qui a lancé très dur, hein, parce que les costos, faut pas déconner, hein, c'est pas des tendres. Et de plus, elle a utilisé surtout son maître du savoir avec ses sorts vraiment bénéfiques, hein, de la régénération, de plus 1 en force et en endurance, bien sûr 2-3 petits blasts, tout ça pour aller au tour 3 en même temps que la charge de ses gardes maritimes sur les costos avec le Tiranoc. Elle a réussi à faire une superbe charge de son char de Shras et de ses maîtres des épées de OF boostés à la magie contre les orques noirs de Lilian. Chose qui n'aurait pas eu
on va dire, pas fait attention, ou je sais pas pourquoi il l'a laissé venir comme ça. Il avait confiance dans ses orques noirs, mais c'est quand même des maîtres des épées de OS en face, hein. C'est pas des tendres. De plus, la baliste, les sorts d'Avelorn et les patrouilleurs valériens ont été une plaie incommensurable pour les lions, car en 2 tours, tour 1 et tour 2, ils ont niqué ces 2 chars orques. Donc ils perdaient beaucoup de points en charge, beaucoup de points, on va dire, surtout contre les elfes, hein, qui frappent toujours en premier. Les chars frappant avant les elfes, ça a été les cibles principales de Lyssie, et elle a très bien géré ça, hein. Elle a très bien géré ce principe. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire? La Ragnarok qui a été mitraillée par les patrouilleurs aériens et quelques tirs de la baliste, a hyper bien résisté par contre. Il l'a envoyé vraiment contre les Hommes d'Argent qui avaient loupé leur charge contre elle. Il l'a envoyé contre les Hommes d'Argent et le Phénix. Le Phénix s'étant mis vraiment sur la même ligne. Alors là, c'est Lucie qui a fait une erreur parce qu'elle avait mis les 2 figurines sur la même ligne. Donc Lilian en a profité pour, au lieu de faire seulement une charge sur le Phénix qui allait s'enfuir et revenir comme le font tous les elfes, elle a d'abord chargé les Hommes d'Argent et a utilisé le coin de son socle pour venir en contact du Phénix et donc le bloquer au corps à corps dans un très très beau jet. Donc là par contre ça a été au tour de Lilian de rigoler, hein, parce que les Aubes d'Argent et le Phénix contre 8 attaques enflammées, 8 attaques empoisonnées à force 5, vous imaginez bien que ça a été pas drôle du tout. Elle a perdu son Phénix à ce tour-là, hein, directement, il a été bouffé par la Ragnarok sans sommation, et les Aubes d'Argent ont fui au tour d'après. Mais c'était sans compter sur la grosse percée des maîtres des épées d'OF, hein, qui ont roulé littéralement sur les orques noirs de Lilian, hein. Aucune chance malgré une défense acharnée, hein, mais quand même, hein. Là, les maîtres des épées de OF tout seuls auraient moins été violents, mais avec les boosts de magie plus la charge combinée du char de Schrass, ça n'a pas tenu, hein, ça a été tué, ça a traversé les orques noirs en un tour complet de corps à corps. Et du côté des gardes maritimes avec le Tyrannoc contre les Costos, le Tyrannoc s'est fait péter la tronche et les gardes maritimes ont perdu la moitié de leurs troupes avant de démoraliser les Costos grâce à une petite charge des patrouilleurs aériens qui est venu au dernier moment faire une percée, on va dire. Tout ça, c'était sans compter sur les orques sauvages. Les orques sauvages ont en fait été très très mal menés parce que, en fait, Lucie a parfaitement utilisé ses patrouilleurs aériens juste avant le dernier tour où ils ont fait leur charge pour réorienter en fait les orques sauvages de Lignan. De plus, le chaman orque sauvage de Lignan a fait un fiasco qui l'a emmené dans les limbes du chaos, emmenant avec lui 11 orques sauvages. Donc Lucie a parfaitement utilisé la mobilité de son armée pour gérer ce gros bloc d'infanterie et le faire tourner en bourrique avec ses charges de frénésie pendant 5 tours. Donc vraiment, Lilian a perdu la bataille parce qu'il n'a pas pensé que Lucie pouvait gérer une maniabilité aussi impressionnante chez les hauts elfes. Donc la bataille a été rapide et, on va dire, expéditive, car il ne s'attendait pas autant de on va dire, de tactique de la part de cette petite jeune. Donc ça a été une belle victoire à l'arraché quand même, hein, parce que le gros bloc d'infanterie d'orques sauvages plus leur général n'est pas mort. Donc ça faisait quand même presque 600 points sur les 2000 points d'armée, hein. Il a fallu quand même passer à travers les orques noirs à la fin du tour 5 pour pouvoir revendiquer la victoire pour Lucie. Donc c'est Lucie qui a remporté cette bataille. Donc son général orque sauvage étant rembarré, hein, si on peut dire, il utilise la règle spéciale, la règle raciale des orques et gobelins, Lilian, et envoie son général orque sauvage de l'autre côté complet de son empire pour revenir menacer mes Bretoniens. Voilà, ça fait 2 défaites de la part de Lilian. Il commence à en avoir un peu marre. Donc, après ce tour de cochon joué par Lilian, c'est au tour de Pierre avec ses hommes lézards. Alors Pierre utilise l'armée de son Carnosaure, hein, de son général sur Carnosaure, et fait un beau déplacement de 7, et il réfléchit pas, ou alors il réfléchit très bien, et il décide d'aller venger la mort de son prêtre mage Slann, et d'attaquer la tour de sorcier tenue par le grand général seigneur de guerre du chaos. Donc il attaque cette position, hein, il attaque cette superbe position et cette table. Donc on va utiliser les mêmes décors et la même table que j'avais mis en place pour la bataille du prêtre mage Slann.
Et c'est parti pour encore une fois une grosse bataille contre les hommes lézards avec ces guerriers du chaos de Henri là, hein. Alors, bien sûr, avant ça, les points de développement. Pierre utilise, enfin, lance ses dés et fait un 5. Donc avec ces 5 points, il utilise de quoi construire une forteresse, pas très loin justement de la position de cette tour de sorcier. Et après, il développe le reste de son empire avec les quelques petits points qui lui restaient. Donc, en gros, ça consolide sa position derrière si jamais il est renvoyé. Mais bon, c'est quand même son général Carnosaure, hein, faut pas déconner, c'est pas un tendre. Donc, voyons voir un petit peu ce que ça a donné cette fameuse bataille. Alors, la bataille de la tour du sorcier, ça a été une bataille un petit peu spéciale, car on s'était dit, on avait donné un scénario, en fait, enfin pas vraiment un scénario, mais plutôt une défense de lieu. Les guerriers du chaos devaient se déployer en fait autour de l'arbre de vie, là où ils avaient tué en fait le prêtre mage Slan, et les hommes lézards devaient se déployer autour. Lilian a utilisé, pourquoi Lilian? Non, non, Pierre a utilisé un déploiement qu'on ne s'attendait absolument pas, car il a isolé sa cohorte Skink seul d'un côté avec son magicien. Il a mis son grand général avec ses petits tirailleurs Skink et il a mis après sa cohorte avec les deux monstres qui l'entouraient pour une bataille à 2000 points. On a été étonné de voir un déploiement pareil. Il pouvait se déployer de plusieurs côtés, bien entendu, hein. C'était une bataille, on va dire, en encerclement, mais on ne s'attendait pas quand même à une division pareille. Et ça l'a gêné, hein. Ça l'a énormément gêné parce qu'il avait quand même oublié qu'en face, le sorcier du chaos, le sorcier de Jinch, était maître du savoir. Donc c'était très 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 compliqué pour Pierre de contrer la puissante magie enfin la magie chaotique dont disposait Henri. Malgré ça, la bataille a été très 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 sanglante. On s'était dit que si jamais le grand général de Pierre arrivait au contact de l'arbre de vie, il devait essayer de le tenir pendant 2 tours pour pouvoir récupérer en fait l'arbre, enfin depuis l'arbre, depuis la tour de sorcier, le corps du prêtre Maslan. Donc sur ce, Pierre a en fait parfaitement utilisé la violence de son général, mais il a été dupé, si vous préférez. Henri a réussi parfaitement à contrer chaque unité homme lézard avec l'unité qu'il fallait. Vraiment, hein, il a parfaitement coordonné son affaire. Tout simplement, malgré des tours de magie et de tir qui ont été assez violents, supprimant presque, allez, on va dire 2 PV à chaque char et 1 PV à l'hôtel, enfin bref, des tirs et de la magie très violents. Henri a réussi à bloquer les Saurus avec ses guerriers du chaos qui eux étaient full, donc ça a été très très dur, surtout qu'avec une parfaite magie, il leur a utilisé, en ayant utilisé la traîtrise de Zinch, ils ne pouvaient pas utiliser le commandement de leur général, ni celui de leur grande bannière, ce qui leur a énormément posé préjudice. Il a réussi à envoyer le char éventreur et un de ses chars du chaos sur le Stégadon, et bien le charger, non pas à être chargé pour une fois par cette bête monstrueuse. Donc très bien géré de la part de Henri. Passant à travers les tirs, il a même envoyé un de ses chars du chaos sur des tirailleurs Skink. Même à un seul PV, il savait que c'était négocié. Et ces chevaliers du chaos, même s'ils n'étaient que 5, ont réussi à charger la corde de Skink. Voilà, alors bon, c'est des crocs en face, hein, ça va pas rigoler, mais par un coup de chance, franchement, ils ont eu presque aucune perte pendant 2 tours, ces chevaliers du chaos. Les crocs ont foiré quasiment toutes leurs touches, et derrière, les skinks, malgré de beaucoup d'antacomposonnés, n'arrivaient pas à passer l'armure. Donc ça a énormément gêné, car quasiment aucune de ces unités a réussi à passer à travers la ligne de guerriers du chaos, et c'était sans compter sur son général. Son général, il a réussi quand même à passer à travers un char, mais il a été bloqué derrière après par l'hôtel du chaos. Alors l'hôtel du chaos de Zinch, hein, c'est une sorte de char monstrueux qui n'a pas de piétinement, qui n'a pas de marche forcée, mais qui est quand même assez résistant, et surtout, vu qu'il c'est un hôtel du chaos de Zinch, il a quand même une invulnérable de 3+, comme le seigneur du chaos. Utilisant ces dons là, ces bonus apportés par les dons, il a boosté énormément le seigneur du chaos de Zinch, lui donnant 2 attaques en plus et plus 1 en force,
super beau jet de la part de Henry. Il a donné même plus 1 en force également à la grande bannière du chaos, et même plus 1 en endurance au sorcier du chaos. Tout ça en 4 tours. C'était quand même impressionnant. Donc, il ne pouvait pas bien sûr booster l'hôtel en lui-même, mais ça a permis aux Saurus de se faire exploser la tronche par les guerriers du chaos accompagnés de leurs 3 héros, je vous rappelle. Hein. Ça, c'est un régiment impressionnant. Les chevaliers du chaos ont réussi à passer à travers les Croxigors et les Skinks et les faire fuir vu qu'ils étaient trop loin de leur général et à ne perdre aucun d'entre eux. Alors ça nous a estomaqué. Il se fait écraser un char quand même, hein, Henri, par le stégadon de Pierre, mais ça ne suffit pas, hein, ça suffit certainement pas à le sauver, on va dire. Son char, le char qui affrontait les tirailleurs Skinks roule sur les pauvres petites bébêtes. Et même les rabatteurs de Slaanesh arrivent au contact de certains des tirailleurs Skinks et à les massacrer. Ils s'enfuient et sont rattrapés, bien sûr, hein, ça c'est aucun problème pour les rabatteurs de Slaanesh. Ça a vraiment tourné complètement en défaveur quand son général Carnosaur a été complètement bloqué par l'hôtel du chaos pendant 2 tours complets. Le temps en fait pour les guerriers du chaos en fait de massacrer les Saurus et de passer à travers. Ce qui fait qu'ils ont pu se retourner et après charger le général de Pierre et lui rouler dessus. Voilà, le Seigneur du Chaos, les héros en fait hein, ont massacré le Carnosaure et après les guerriers du Chaos ont massacré le sang ancien pour après se rediriger tranquillement et bien mater l'armée de Pierre. Parce que comme vous le voyez, malgré le fait qu'elle ait attaqué, à la fin du 6e tour, il n'y a plus aucun homme lézard sur la table et quasiment toutes les forces du chaos encore bien présentes. Donc c'est une victoire incontestée de la part de Henry. Il a parfaitement défendu le cadavre de ce mage Slann avec son grand seigneur du chaos. Donc bien joué de la part de Henry. Dommage pour Pierre, il se fait un petit peu prendre au dépourvu sur ce coup-là. Donc, Henry ayant parfaitement repoussé l'attaque du grand général Carnosaur, qui est donc renvoyé par Pierre à sa forteresse la plus proche, qu'il vient juste de construire, c'est au tour de Lucie. Lucie fait valoir le pacte signé avec les hommes lézards, qu'on avait tous compris. Voyant que la tour de sorcier entre leurs 2 empires est tenue par un grand seigneur du chaos, Lucie utilise son prince, son grand général d'armée, fait un beau 6, donc largement de quoi passer les montagnes et venir attaquer la tour de sorcier, et attaque le seigneur du chaos de Henry avec son grand général d'armée, fort de sa puissance et fort de sa vengeance surtout. Ses points d'extension, elle fait un beau 4, donc pas très important, elle se développe un peu au nord de sa position, juste avant de faire cette fameuse bataille pour clôturer cette phase de jeu, au même endroit que la tour de sorcier où est mort le Slann et où a été repoussé le grand général du Carnosaur. Donc, cette fameuse bataille. Cette bataille, on l'a pas faite avec un déploiement en encerclement, parce que voilà, ça aurait été un peu trop redondant, mais on a gardé le scénario où le grand général des Welfs devait arriver au contact de la tour de sorcier, donc de l'arbre de vie, et il restait pendant 2 tours. Si elle arrivait à faire ça, Lucie, elle arrivait en fait à récupérer le corps du Slann et l'âme du sang ancien pour pouvoir les réincarner à la phase suivante. Donc, comment ça s'est passé? La liste d'armées du prince de Lucie n'est pas vraiment la même que celle avec son maître du savoir de Wes. Le prince sur son griffon, car là elle l'a pris sur son griffon, pour une armée à 2000 points, est vraiment coordonnée sur 2 grosses cohortes. La cohorte de garde maritime qui n'a pas changé, et la grosse cohorte de lion blanc qui elle est redoutable sur le champ de bataille. Et de plus, ces petits patrouilleurs aériens sont eux accompagnés d'un mage monté sur un coursier elfique là aussi. Donc une magie extrêmement mobile, à beaucoup se méfier. Chose que Henry a pris un petit peu, voilà, on va dire, d'une façon anodine de notre part. Donc pourquoi je dis anodine? Parce que
on va dire la chevalerie des deux côtés, hein, s'est déployée face à face. Donc, les Hommes d'Argent, certes, contre des Chevaliers du Chaos, ne font pas le poids, ça c'est sûr et certain. Sauf quand ils sont aidés par un char de Shras, hein, un char à lion de Shras, qui là, on va dire, rééquilibre un petit peu les forces, en tout cas en termes d'impact, bien entendu. Lucie a beaucoup utilisé la mobilité là aussi de ses hauts elfes, mais beaucoup plus la férocité de ses lions blancs, car elle a utilisé un gros mouvement forcé et on va dire une charge loupée de Henri pour carrément poser sa ligne de lions blancs devant les guerriers du chaos et bloquer, on va dire, tout le flanc droit de Henri, car elle y avait après placé beaucoup de bases de tir et son mage qui a réussi à bien sûr blaster autour d'eux les rabatteurs de Slaanesh, que Henri n'avait pas utilisé correctement car il les avait pas envoyés derrière la ligne aux elfes. Il les avait mis carrément devant les tirs pour pouvoir les attirer, mais là ils n'ont même pas eu le temps d'attirer les tirs car ils ont attiré la magie et se sont fait blaster dès le tour 2. La baliste et les sorts d'Avlorn ont mitraillé les chars, mais alors vraiment mitraillé les chars. Le char éventreur s'est fait péter la tronche par les sorts d'Avlorn, mais alors avec, quand je dis péter la tronche, c'est vraiment péter la tronche, hein. 10 tirs, 5 PV. Alors que c'est un monstre, hein, le char éventreur, il a une endurance de 6, c'est colossal. Mais c'est des sœurs d'Avlorn, elles ont des bonus pour toucher, pour blesser les unités chaotiques, hein, donc bien utilisé de la part de Lucie. Sa baliste était après libre de mitrailler un petit peu l'hôtel, de mitrailler un peu les autres chars. Les gardes maritimes ont réussi même à l'exploit d'arracher un char du chaos en une seule phase de tir, là aussi. Les tirs étaient extrêmement dans le camp de Lucie, et il faut pas l'oublier quand même, quand vous avez une tour de sorcier, tous les mages sont maîtres du savoir. Donc certes, la magie chaotique a plusieurs fois blasté, mais avec la bannière du dragon monde dans les lions blancs, chose que Henri n'avait absolument pas prévue, aucune perte après deux phases, enfin deux blasts de tir, enfin deux blasts de magie. euh, Aucune perte chez les lions blancs, ça a vraiment miné un petit peu, on va dire, l'esprit de Henri. Et derrière, les blasts d'étouffement de l'âme et enfin, de flamme du phénix des hauts elfes, parce qu'il avait pris la haute magie, son mage, dans les guerriers du chaos, ça fait quand même mal, hein. Donc la chevalerie s'affrontant, et bien sûr les hommes d'argent mourant, mais c'était sans emporter quand même trois chevaliers du chaos de leur côté. Les gardes maritimes recevant une charge de chars et survivants, massacrant même d'ailleurs le char par les bonus fixes bien entendu, et surtout le gros face-à-face de la légion de Lion Blanc affrontant la cohorte de guerriers du chaos avec tous leurs héros dedans, tous les héros, hein, je vous rappelle. Énorme résistance des lions blancs car les épées des héros chaotiques, leur souffle, etc., ce sont des attaques magiques. Ce qui fait qu'avec la bannière du dragon monde, ils ont une invulnérable de 2, enfin, ils ont une invulnérable immonde de 2 plus, les lions blancs. Donc y a rien à craindre. Les guerriers du chaos frappant très très fort et très mal, mais de l'autre côté, les lions blancs étant monstrueux au corps à corps, ça a duré 3 tours de jeu, hein, 3 tours, 6 rounds de corps à corps pour savoir qui des lions blancs et des guerriers du chaos allait gagner. Et sachez-le, aucun n'a gagné. Vraiment aucun. C'est resté au corps à corps jusqu'à la fin du jeu, jusqu'à la fin de cette partie. C'est en fait le seigneur de Lucie qui a, on va dire, un petit peu sauvé la situation. Le sorcier, utilisant le plus de malédictions possible et le plus de petits blasts qui lui restaient avant de rentrer en contact des lions blancs, a réussi à tuer le griffon du seigneur de Lucie, mais c'était sans compter bien sûr sur le général qui lui, malgré la mort de son griffon, a réussi à rentrer en contact de l'arbre de vie et le tenir 2 tours complets grâce justement aux lions blancs qui ont bloqué l'hôtel et les guerriers du chaos jusqu'à la fin de la partie. Donc c'est grâce à l'alliance que Lucie et Pierre avaient fixée entre eux que le corps du Slann et le corps de son sang ancien Saurus sont récupérés par les hauts elfes et ramenés en échange de on ne sait quoi, hein, là, ils n'ont pas voulu nous dire. À la fin de la 3e phase de jeu de l'été, Lucie réussit à gagner la tour de sorcier contre les guerriers du chaos et à bouter ces chaotiques dans leur territoire, loin de l'empire des hauts elfes et des hommes lézards. Donc c'est la fin de la 3e phase de jeu de l'été.
Donc on va encore une fois compter les empires, enfin en tout cas voir lesquels sont les plus grands et les plus petits. Donc, et bien après calcul, ça a été après assez impressionnant parce que là l'ordre a vraiment changé, hein. Enfin vraiment changé. Le dernier a changé car ce n'était plus Henri mais bien Pierre avec ses hommes lézards et 39 hexagones qui étaient derrière tout le monde. Ensuite, je suis venu avec mes 41 petits hexagones. Lilian avec ses orques et gobelins et ses 42 hexagones était en troisième position. Thomas et ses contes vampires avec 43 hexagones suivaient. Henri avec ses guerriers du chaos et le superbe développement qu'il nous a fait à ce tour passe en deuxième meilleure position, hein, avec 47, non, avec pas 47, avec 44 hexagones. Et Lucie toujours confortablement devant avec ses 47 hexagones, menait toujours la danse pour la dernière phase de jeu de l'été. Alors, conservant cet ordre, la dernière phase de jeu de l'été promettait d'être très sanglante parce que là les empires étaient assez développés pour qu'on puisse soit les percer, hein, essayer de percer les défenses adverses, soit que les armées et surtout les rancunes qui se développaient de plus en plus là se développent et explosent complètement. Donc allons-y, c'est parti pour la dernière phase de l'été, la dernière phase de jeu de l'été. Alors, ça a été donc Pierre qui a entamé les hostilités avec, vu que c'est lui le plus petit empire, il a choisi l'événement qui lui allait le mieux, l'alliance avec les hauts-elfes pour bien conforter leur alliance. C'était bien joué de la part de Lucie juste avant, donc Pierre l'a récompensé par cette alliance et ce pacte de non-agression entre leurs deux empires. Et il a choisi donc son armée de son Slann, hein, pour le dernier mouvement de l'été. Et avec un petit 3 de déplacement, se rapproche et revient un petit peu dans le game, proche de la forêt, en comprenant cette fameuse tour de sorcier. En développement, par contre, là, Pierre nous pose là parce qu'il fait un beau 10. Donc, il développe complètement l'empire de l'Ouest, du Nord-Ouest de l'Estalie et verrouille complètement sa position. Donc, c'est bien joué de la part de Pierre là parce que son empire devient vraiment très imposant et on va dire très à l'abri parce qu'ayant une très bonne alliée au sud de la position et un ennemi qu'il a réussi quand même un petit peu à contenir malgré quand même de sacrées défaites là dernièrement. Il est en bonne position, hein, il est quand même vachement bien placé. Donc ensuite vient mon tour, donc je choisis l'événement espion et j'utilise mon armée avec mon grand général du Graal. Vu qu'il est en position de plaine, il a un bonus de plus 3 et en jetant, il fait un beau 8. Donc j'utilise tous ces mouvements pour contourner l'armée de l'orque sauvage, passer par les montagnes et attaquer la cité tenue par les orques et gobelins. Voilà, ça ferait trop de bonus à Lilian à cette fin de l'été, donc j'essaye en fait de prendre la cité qu'il contrôle pour le mettre un petit peu dans la panade. De plus, à mon développement, je me débrouille pas trop mal parce que je fais un 7, donc je développe un petit peu mon empire dans les montagnes et je verrouille là aussi ma position contre les orques et gobelins pour bien poser l'ambiance de cette fin de l'été. Donc étant donné que c'est une bataille pour une cité, c'est parti, je vais un petit peu vous la détailler. Alors, la bataille du siège bretonien contre la garnison des orques et gobelins. Alors, la garnison orque et gobeline de Lilian, comme vous le voyez, elle est très basée sur des nœuds orques costauds, orques sauvages, et beaucoup de gobelins, hein, des gobelins de la nuit avec leur grand général, hein, qui commande la garnison, des fanatiques, des archers, des arachnarocs et des chars, un petit peu, enfin une arachnaroc et des chars. Utilisant donc les règles de siège que vous connaissez, hein, maintenant, je me suis basé sur une armée de deux régiments de chevaliers du royaume, ma grande cohorte d'hommes d'armes, mes graleux avec mon grand général, des archers et des trébuchets, de quoi faire tomber une forteresse, bien entendu. Et une armée de renforts du côté orc et goblin qui est composée par une arachnaroc et deux chars, donc voilà, quand même assez impressionnante. Donc la bataille pour la cité fortifiée, j'ai attaqué bien sûr la porte de la cité, hein, celle qui était le moins bien défendue, et je l'ai mitraillée, mais vraiment sans sommation aucune. Hein. Très rapidement, mes trébuchets ont fait extrêmement mal dans les murailles et surtout les tours orques et gobelines, car je n'ai pas voulu abattre la porte principale, mais bien les tours avec mes trébuchets, ce que j'ai réussi à faire dès le tour 2, dès la fin du tour 2, j'avais réussi à abattre les tours,
permettant justement à mes régiments de chevaliers d'approcher tout simplement et de pouvoir arriver par les deux côtés en même temps. Parce que j'ai réussi à battre les deux tours en même temps, hein, avec de très très beaux jets de la part de mes trébuchets. Ayant, on va dire, passé deux tours à avancer vers la porte, mes hommes d'armes sont eux arrivés en plein centre pour essayer de la défoncer. Chose qu'ils n'ont absolument pas fait malgré toute leur hargne et leur volonté. Ils n'ont même pas pu passer la porte. Ils ont passé toute la partie à essayer de la défoncer, prenant des flèches et des cailloux de la part des gobelins qui étaient au-dessus, sans vraiment trop de dommages. Vu que j'avais le domaine de la vie, j'ai réussi un petit peu à rebooster mes hommes, sans problème. Le problème, il est venu en fait quand mes chevaliers du royaume ont approché en fait des fanatiques, enfin des gobelins de la nuit du général, et où ils sont pris quand même 3 fanatiques sur leur chemin, et où ils les ont traversés tous les 3. Perdant, là je perds complètement une unité, hein, je me suis fait massacrer sur les 9 chevaliers du royaume, il n'y en a que 3 qui survivent à la charge au passage des fanatiques. Je m'enfuis même d'ailleurs, hein, de panique. Mais c'était sans compter sur le deuxième régiment de chevaliers du royaume qui était présent. C'est ce régiment-là, voyant leurs alliés, enfin leurs collègues perdre le vœu du chevalier et s'enfuir, charge, vu que les autres avaient nettoyé le chemin des fanatiques, dans les gobelins de la nuit. Et c'est en plus en même temps que leur grand général de l'autre côté qui charge avec les graleux dans les costos. Imaginez le carnage. Donc les deux régiments de chevaliers qui arrivent à passer par les gravats sans dommage et qui roulent, mais vraiment roulent littéralement d'un côté sur les gobelins de la nuit et de l'autre sur les orques costos. Ça, c'était super beau. L'arrivée des renforts, quand même, c'est intéressante. L'arrivée des renforts orques et gobelins, ils sont un peu bloqués en fait tout simplement parce que les renforts, pour gagner bien sûr une partie de siège, il faut qu'ils passent par la porte et non pas par les trous dans les murailles. Ce qui a énormément gêné parce que j'avais encore ma horde de 40 hommes d'armes en fait qui étaient devant la porte. Donc les chars et la Ragnarok avançant au plus rapidement possible se dirigent vers la porte, mais c'était sans compter sur les trébuchets et les archers. Et ouais, les archers bretoniens disposant d'attaques enflammées, les bêtes, les monstres, etc., ils s'en foutent un petit peu, vous allez me dire. Ils étaient très en forme parce que les archers bretoniens arrivent à décalquer, 10 archers bretoniens sur un char gobelin, c'est assez simple. Je bousille le char gobelin. Mais après, les deux trébuchets prennent en cible la Ragnarok. L'un la blesse, l'autre fait un hit et lui retire 4 PV. Et après, les 10 archers qui restent arrivent à supprimer la Ragnarok. Donc finalement, il ne reste plus qu'un char orc au tour 5. Et les orques sauvages se faisant péter la tronche par la charge combinée des graleux et des chevaliers du royaume qui sont passés à travers les autres unités. À la fin du tour 5, l'armée orque et gobeline de garnison est laminée complètement et massacrée d'ailleurs par mes bretoniens qui arrivent à prendre la cité qui était tombée aux mains des orques et gobelins dans un élan sanglant et violent. Belle percée et charge de ces bretoniens, toujours aussi magnifiques ces mecs. Ah, j'étais content de moi. Donc je prends cette cité occupée par une belle action des bretoniens. J'étais très heureux de moi. Même Lilian était d'accord, hein, les gobelins, malgré une petite magie qui avait essayé de passer, mais sans vraiment de difficulté pour moi en termes de contre. Hein. Vraiment, là ça a été vraiment moche, une partie vraiment à sens unique. Hein. Aucun retournement. Ça a été très très moche pour Lilian. C'est pour ça qu'après on est passé à son tour une fois qu'il avait perdu cette cité. Donc le tour de Lilian, il a choisi l'événement face à face, parce qu'il n'y avait que Alliance et Espion qui avaient été pris. Donc choisissant l'événement face à face et prenant le commandement de son grand général orque noir, Lilian jette ses dés et fait un 6 en déplacement. Ce qui fait qu'il est... Non, il fait même un 8 en déplacement, ce qui fait qu'il est soit à portée de l'Empire aux elfes, soit il est à portée de l'armée du Maître du Savoir, et là, vu la tollée qu'a pris son général orque sauvage juste avant, et celle que je lui ai mis en perdant cette cité, Lilian craque et balance son orque noir, son grand général orque noir, à l'assaut de ce Maître du Savoir de OF, commandé par Lucie. Au développement de son empire, il ne fait que 4, donc il verrouille là aussi son côté avec les Bretoniens et se développe du côté des hauts elfes et vient un petit peu menacer Lucie. Donc, comme on vous l'a expliqué juste avant, hein, le face-à-face entre deux généraux est déclenché, là, hein, c'est radical. Lilian prend son grand général orque noir et déclare un défi non refusable
pour le le général maître du savoir de Wef de Lucie. Là aussi, il démarre à 6 pas l'un de l'autre, et c'est Lucie qui démarre. Elle tente un sort du feu au maximum, vu que c'est l'été, elle a un bonus sur au lancement, mais elle foire son jet de lancement avec 6 dés. Elle le foire, Lucie. Ce qui fait que elle peut rien faire. Alors, elle avait fait un jet de vent de magie de 11. Elle tente d'abord le sort du feu sur le général Orque Noir et elle le loupe, ce qui fait qu'elle ne peut plus lancer de sort après. Et une fois que elle voit le général Orque Noir charger son pauvre maître du savoir de OF, il se prend 7 attaques force 6 dans la tronche et il se fait rouler dessus, la pauvre bestiole. Le pauvre petit elfe est laminé par le général Orque Noir, ce qui fait que Lilian lave un petit peu cet été et renvoie le maître du savoir de OF dans la cité fortifiée de l'Empire de Lucie. Vient le tour de Thomas et de ses contes vampires. Alors il choisit l'événement tourelle sur la plage, bien entendu, et prend son armée de nécromanciens, et fait simplement un 2. Donc il peut pas aller bien loin. Il peut venir dans les montagnes, mais il décide de me trahir. C'est le moment où là on a décidé que plus rien ne passerait, parce que son nécromancien attaque ma prophétesse, qui est juste à côté de lui. Voilà, j'ai tourné autour pour le surveiller un petit peu, et en fait il décide de m'attaquer, vilement et sans aucun honneur. Et il utilise en plus avec ça les bonus de ses mines, parce qu'au tour d'avant il avait toujours ses mines, une qui m'avait donné qui s'est écroulée, et une autre qu'il contrôlait qui lui donne 200 points bonus pour une partie à 2000, ce qui fait qu'il m'attaque avec un énorme avantage dans les bois. Parfait pour lui. En plus, pour ses développements, il fait un beau 7, donc il verrouille complètement son empire avec celui des guerriers du chaos à l'ouest de sa position. Donc, pour cette fin d'été, on va vous montrer un petit peu cette bataille d'une maître nécromancien de Thomas contre ma prophétesse bretonienne. Alors, la bataille qui s'est déroulée dans les bois, dans la forêt, en fait, on va dire, où ma prophétesse s'est fait embusquer, on va dire, hein. L'armée du nécromancien de Thomas était basée sur beaucoup de ghouls, des chevaliers noirs avec un vampire et cette fameuse épée qui annule les sauvegardes d'armure, et une alliance de Banshee, hein, vraiment monstrueuse. De mon côté, j'avais beaucoup d'hommes d'armes, beaucoup de chevaliers errants et de chevaliers du royaume, enfin 2 régiments de chevaliers du royaume et un régiment de graleux, et ma prophétesse bien sûr avec ses 2 trébuchets, hein. Voilà, je voulais vraiment mitrailler cette position de mort-vivant avec mes machines de guerre, mais ça a très vite mal tourné pour moi, car dès le premier tour, étant donné que j'avais prié, Thomas a avancé et a utilisé son maître nécromant pour vraiment mitrailler ma pauvre prophétesse. Et il lui a fait un regard de Nagash que je n'ai pas réussi à dissiper, et il m'a fait le beau 12 attaques force 4 dans la tronche de ma pauvre prophétesse, et malgré son invulnérable importante contre la magie, elle a péri au tout début du jeu. Voilà, dès la première phase de magie, ma prophétesse est morte, blastée par un regard de Nagash très violent. Ce qui fait que moi ça m'a mis dans une peine pas possible, parce que je pouvais plus contrer la magie en face, hein. Donc imaginez ne pas pouvoir contrer un maître nécromant niveau 4, ça a été monstrueux. Pour faire simple, en fait, mes chevaliers du royaume ont essayé bien sûr de contrer tout ça, tous ces morts-vivants, par une charge combinée dans une légion squelettique, hein, mes 2 régiments de chevaliers du royaume, mais c'était sans compter sur les Banshees de la machine Mortis et de celle qui accompagnait le nécromant. Une Banshee, celle qui était dans les guerriers squelettes, imaginez, m'arrache quand même, en un seul tour, elle m'arrache 6 chevaliers du royaume, 6, hein. C'était dégueulasse. Mes trébuchets arrivent à retirer quand même pas mal de chevaliers noirs, mais là aussi c'était sans compter sur la magie du nécromant et du vampire qui les fait qui les fait revenir directement. Ce qui fait qu'au moment de la charge de mes chevaliers du Graal sur les chevaliers noirs accompagnés du vampire, ils étaient full, y compris le vampire. Donc ça c'est très moche. Bon, c'est les chevaliers du Graal quand même en face, hein, donc ça rigole pas non plus. On s'est joyeusement mitraillé la tronche, l'un et l'autre, hein, vraiment l'un et l'autre. Ce qui fait que, comme vous le voyez, les chevaliers du royaume et les chevaliers du Graal sont entrés en contact en même temps, hein. J'ai pris cette photo en fait juste avant le terrible moment de la charge des ghouls qui est arrivé au tour 4, qui est venu charger de flanc mes chevaliers du Graal.
et juste avant justement la fameuse phase de cri des Banshees dans les Chevaliers du Royaume. Dans les Chevaliers du Royaume. Comme vous le voyez après, mes pauvres hommes d'armes, mes 40 hommes d'armes ont été pris par 20 ghouls et une Banshee, des loups funestes de flanc et une machine mortis qui m'est venue en pleine tronche. Donc ça m'a mitraillé en moins d'un tour, hein, ça a été radical. Et pour finir, en plus, même mes trébuchets ont été pris par des loups funestes. Donc, dans une rancœur qui est maintenant tenace de mon côté, Thomas me fait un superbe vol, il massacre mes chevaliers du royaume, et mes chevaliers du Graal s'enfuient, hein, et bon, ils n'ont pas le choix, hein, ils sont pris par une unité de 3 rangs de plus qu'eux. Je perds vraiment le combat à la fin du tour 5, j'ai même pas le temps quasiment de faire le tour 6, et je me fais massacrer ma prophétesse dans les bois par une attaque vile et honteuse de ce maître nécromancien. Donc ça prouve bien que je déteste les contes vampires, surtout quand c'est pas moi qui les commande. Donc c'est une très belle victoire de la part de Thomas, très très bien gérée, une magie très offensive, hein, cette magie quand même de nécromancien, là, elle est brutale, elle fait vraiment très très mal. Donc il repousse ma prophétesse, hein, par une superbe attaque, hein, je m'y attendais absolument pas. Ou alors je m'y attendais mais je voulais pas me l'avouer, enfin bref. Très bien joué de la part de Thomas, qui repousse ma prophétesse dans la cité fortifiée au nord de mon empire. Donc bien joué de la part de Thomas. Le dernier tour d'Henri pour l'été. Le dernier tour d'Henri, il utilise l'armée de son prince démon, bien entendu, hein, et il fait un petit 5 en déplacement. Donc il est à côté d'une cité fortifiée, hein, Henri. Donc il n'utilise pas tous ses mouvements et il attaque la cité fortifiée de Pierre. Voilà, ils ont vraiment, ça y est, ils s'entendent vraiment plus du tout, hein. Là, les hommes lézards, les gars et les chaos, là c'est vraiment des ennemis jurés. Donc Henri attaque avec son prince démon. La cité fortifiée tenue par la garnison, parce qu'il n'a pas d'armée commandée par un général à proximité, de Pierre. Donc cette bataille, là aussi, cette bataille de siège, encore une fois, hein, des guerriers du chaos, commandés par un prince démon, attaquant une cité fortifiée protégée par une garnison d'hommes lézards. Donc c'était une bataille à 2000 points. Et pour vous donner une idée, en fait, il y avait plus de 70 skinks, tous attaques empoisonnées du côté de Pierre, hein. Il y avait 50 tirailleurs skink et presque une trentaine de skinks en cohorte attaque empoisonnée javeline. Il y avait les 30 guerriers Saurus, il y avait les citéradons. Non, vachement impressionnante, hein, l'armée qui tenait la citadelle. Et de l'autre côté, en armée de renfort, il y avait le stégadon, le bastiladon et les chevaucheurs de sang-froid. Tout ça a été commandé par le général de garnison, qui était simplement le prêtre skink de Pierre. Du côté de l'armée démoniaque, hein, de l'armée du guerrier du chaos, c'était vraiment une armée, là aussi, la même qui avait perdu contre les hommes lézards commandés par le Carnosaure, celle du prince démon. Donc là, ça a été très compliqué pour Henri parce qu'il n'avait pas d'artillerie, mais on avait compté en fait ses chars comme des béliers, ce qui fait que si les chars arrivaient au contact de la porte sur un 4+, elles pétaient directement, et s'ils arrivaient au contact des murailles à 2, il fallait bien qu'ils arrivent à 2, la muraille pétait sur un 6+, directement. Voilà, c'était un petit peu pour contrer le manque d'artillerie de mon armée guerrier du chaos. Je peux pas avoir de quoi payer toutes les figurines de tous les jeux, hein. Pour vous faire simple, cette bataille de garnison, hein, cette bataille de forteresse, elle a été dégueulasse. Vraiment dégueulasse. Pourquoi je vous dis ça? Parce que quand vous avez que des tirailleurs skink, 50 tirailleurs skink, ça vous fait 100 tirs empoisonnés en face, dès 12 pas, même si vous êtes blindé, c'est dégueulasse. Tout simplement pour vous expliquer, à la fin du tour 2, Henri avait perdu un char du chaos à cause des tirs empoisonnés, et son prince démon. Imaginez, hein, vous perdez votre général et un de vos chars dès le tour 2. En vengeance, bien sûr, sa chimère, avait réussi à prendre une tour, hein, bien entendu, parce que quand vous avez une chimère qui vous charge, même que vous soyez des guerriers nains, c'est impressionnant. Donc 10 tirailleurs skins qui se sont fait péter la tronche par une chimère, c'est assez logique. Mais quand vous n'avez plus le commandement du général pour protéger votre chimère, c'est très embêtant de l'autre côté, bien entendu, hein. Donc au tour 3, les Saurus de Henri ont pris la tour qui était prise par la chimère, ils lui ont retourné la tronche, et ça a permis à l'armée de renfort,
Sans compter bien sûr les pteradons qui passaient bien sûr partout autour de l'armée des guerriers du chaos et de les gêner, d'abattre les rabatteurs avec leurs cailloux, etc. De vraiment poser un poids énorme du côté des guerriers du chaos, qui eux n'avaient plus le choix, hein. Les chars étaient vraiment trop en retard et vraiment trop vulnérables au tir. Les chevaliers du chaos étant mitraillés, hein, ayant démarré la partie à 10 et au début du tour 4 n'étant plus que 5, avant même de faire quoi que ce soit, c'est les dragons ogres qui ont attaqué la porte pour essayer de la défoncer avec leur hallebarde force 6, les mecs, pas de problème, hein. C'était bien sûr sans compter sur l'armée de renfort, hein. L'armée de renfort avec les 5 chevaucheurs, le bastiladon et le stégadon, on n'ont pas en fait essayé de passer la porte, tout simplement parce qu'il y avait trop une cible de choix, c'est-à-dire les 18 guerriers du chaos, la grande bannière et le sorcier du chaos, qui étaient à proximité. Henri les avait retournés pour justement faire blocus à l'armée de renfort, et comme vous le voyez sur la photo, il y a eu une terrible charge combinée des terradons, du bastiladon, du stégadon et des chevaliers, des chevaucheurs de sang-froid sur les guerriers du chaos. Bon, les guerriers du chaos sont increvables, mais quand vous avez tout ça qui vous charge, vous pouvez rien faire. De plus, les dragons ogres ont réussi à passer la porte en un seul tour, bien entendu, avec toutes leurs attaques. Mais derrière, c'était sans compter sur la corde de skink avec les croxigores, attaque empoisonnée, hein, la corde de skink sur les dragons ogres. Bon, il n'y a pas photo, quoi, hein. Henri a donné tout ce qu'il avait pour prendre cette cité, hein, mais avec toutes les fameuses attaques empoisonnées des hommes lézards, qu'on oublie souvent, hein. On se dit, ouais, ça fait que sur des 6, ça pour toucher. Mais quand vous avez 20 tirs pour 10 petits mecs, c'est radical, quoi, hein. Là, l'armée de Henri est vraiment tombée sur un os. Et elle a été refoulée, hein. Les dragons ogres se sont fait péter la tronche par les croxigores et les skinks. Et les guerriers du chaos n'ont pas tenu, hein, face à la charge multiple chevaliers, monstres et cavalerie volante. Ils se sont fait péter la tronche, ils ont perdu leur indomptabilité en un tour et demi, en 2 rounds et demi de corps à corps, et ils se sont enfuis. Ce qui fait qu'il ne restait plus que quelques chevaliers du chaos qui ont été maîtrisés par les tirailleurs skink, et le char éventreur qui au dernier tour a été blasté par le bastiladon. Donc aucune chance, vraiment aucune chance de la part de Pierre pour Henri, hein. Ça a été une mauvaise surprise pour Henri. Là, il s'attendait absolument pas à une défaite pareille et aussi cuisante pour attaquer simplement une garnison homme lézard, hein. Donc on s'est tous méfiés là de Pierre avec son armée de garnison, parce qu'on savait que plein de tirailleurs skink attaquent empoisonnés, il fallait largement s'en méfier. Donc l'attaque de la cité fortifiée de Henri passe à la trappe à la fin de son été. Mauvaise surprise pour lui, bonne surprise pour Pierre. Pour terminer l'été, ça a été au tour de Lucie, le plus grand empire, qui, utilisant sa dernière armée possible, hein, son armée de maître du savoir de OS, la déplace, elle fait un petit 5, et voyant qu'elle est à portée, hein, elle est à 4 hexagones alors qu'elle a 5 de déplacement, elle décide d'attaquer le général Orque Noir, hein, qui est à portée, qui a réussi justement à le booter hors de son territoire, hein. Elle était pas hyper contente d'avoir pris une déculottée pareille en face à face. Donc là, le maître du savoir de OS ne se fait pas avoir et attaque en face à face véritablement avec toute l'armée, ce fameux général Orque Noir. Dans son développement, hein, j'avais peut-être pas précisé celui d'Henri. Henri quand même se débrouille pas trop mal parce qu'avec son développement quand même assez impressionnant, de 6 cases, de 6 hexagones sur l'ouest. Lucie également fait un 6 et développe son armée, enfin son empire au sud de sa position, et surtout en construisant une forteresse juste à côté du tour de sorcier, juste avant de faire le dernier combat. Donc vraiment, les empires là sont impressionnants, l'un à côté de l'autre. Tout l'est est vraiment côte à côte, on n'a plus aucun choix de sortie. C'est encore du côté des hommes lézards et des elfes qui sont quand même vachement bien protégés l'un à l'autre. Mais quand même, pour terminer cet été, ben, ça a été le moment du combat, hein, entre ces deux armées, Orque Noir contre armée maître du savoir de OS. Alors les deux armées sont connues là. Lilian a fait exactement la même liste d'armées, parce qu'il peut les moduler comme il veut, hein, mais il avait fait exactement la même liste d'armées qu'il avait affronté avec son orque sauvage, sauf que là elle était basée sur un général Orque Noir. Et ayant appris de ses erreurs, hein, ayant vraiment compris
de quoi était capable Lucie. Là, alors que sachez-le, en plus c'était exactement la même table, autrement dit parce que c'était le même hexagone où il avait perdu avec son orque sauvage, hein. Donc il était vraiment au courant de quoi faire, et c'était sans en plus compter sur un beau fiasco là aussi qui a enlevé en fait les niveaux de magie et surtout les sorts du maître de savoir de Lucie au tour 2, ce qui fait que ça a été vraiment contrôlé cette fois par Lilian. Pourquoi je vous dis ça? Parce que tout simplement, en fait, là, il a contré la mobilité des elfes en les enclavant complètement. Il les a encerclés, en fait, tout simplement, et a très vite maîtrisé le terrain. Il a réussi à abattre la chevalerie elfique avec ses costos, en fait, par une mauvaise position de Lucie, et contrer le Tyrannoc de Lucie par ses chars. En fait, contrer les chars de Lucie par ses chars, tout simplement. Une bataille centrale quand même avec les orques noirs qui affrontaient les maîtres des épées d'Ouest et leurs chars de Shras. Mais vu qu'elles n'avaient plus les bonus de magie, ils ont beaucoup plus tenu les orques noirs, hein. Ça a été très rapide parce que ils sont bloqués en fait au centre de la carte, au centre de la table, hein, tout simplement. Le phénix s'est fait ratiboiser la tronche par la Ragnarok, encore une fois. Les patrouilleurs illériens, voulant attirer la Ragnarok hors de la table, enfin, en dehors des combats, sont sortis de la table. Dommage pour Lucie, elle a vraiment fait un trop grand jet de fuite, et ça a fait s'enfuir ces patrouilleurs illériens de la table. Ce qui fait que ces gardes maritimes étant bloqués par les costos, qui avaient passé à travers la cavalerie, et ses maîtres des épées de OF et son char de Shras étant bloqués par les orques noirs tenaces grâce à leur général, ben, comme vous le voyez, hein, les orques sauvages et la Ragnarok arrivant sur le flanc des deux unités, on va dire bourrines de Lucie, n'ont pas fait de cadeau, hein, et par une charge multiple dégueulasse, elle s'est fait rouler dessus, la pauvre Lucie, hein. Là, c'est les orques sauvages plus la Ragnarok sur le flanc. Que vous soyez de n'importe quelle race possible, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup trop mal. Et à la fin du tour 4, imaginez, hein, à la fin du tour 4, Lucie avait perdu ses maîtres des épées, son char de Shras, son char de Tyrannoc, son phénix, ses sœurs d'Avlorn. Donc elle ne pouvait plus rien faire, surtout qu'elle avait perdu son général. Donc ça a été très, très, très rapide, malgré ses 150 points bonus, hein, qu'elle avait, hein, Lucie. Elle n'a pas pu faire le poids et a été ravalée complètement par une charge vengeresse et une terrible une terrible contre-attaque du général orque noir de Lilian. Donc elle s'est fait bouter indirectement, elle a attaqué et s'est fait battre à son propre jeu. Trop de mobilité tue la mobilité, quand vous êtes trop feuge, vous vous faites avoir, c'est sûr et certain. Donc elle est renvoyée non pas à la cité fortifiée d'où elle venait, mais à la forteresse au sud de sa position qu'elle venait juste de construire elle aussi, pour terminer les combats de cet été. Donc voilà un petit peu tout ce que je pouvais vous dire pour cette dernière phase de jeu de l'été. Donc on va voir un petit peu maintenant les résultats et la fin de l'été, les calculs, hein, tout simplement. Donc la fin de l'été est enfin là, les empires se sont extrêmement développés, il y a eu de la bataille, il y a eu de la trahison, il y a eu de la grande victoire, il y a eu de la grande défaite. Tout a été très 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 sympa, plus de 24 heures de jeu de notre côté, une journée et demie, hein, pour beaucoup, donc c'était sympa. La fin de l'été, elle est comprise quand même par des empires qui se collent les uns aux autres, hein. Donc pour vous donner un petit peu l'ordre des empires, et les civils sauvés à ce tour-là, simplement à l'été, je vous ferai le total juste après. Donc ça a été Lilian avec les archigobelins qui a été le plus petit empire à partir de là, hein, 46 hexagones. Et il a réussi à sauver à tuer à la fin de l'été 820 civils. Voilà, il a été assez sanglant quand même, hein. Deuxième plus mauvaise position, ça a été les Bretoniens, ça a été moi, hein, 47 hexagones. Par contre, j'ai réussi à sauver 1220 civils, parce que j'ai quand même une cité fortifiée, une cité à ce moment-là. Donc je m'en sors quand même vachement bien. 1220 civils pour 47 hexagones, c'est pas mal. Ensuite vient Lucie, qui a perdu sa place de leader, hein, qui est à 48 hexagones, et qui, elle, a réussi à sauver 1050 civils, parce que quand même, elle dispose elle aussi d'une cité fortifiée. Ensuite vient Henri avec ses guerriers du chaos et 49 hexagones, et là où il tue 1020 civils de son côté, parce qu'il a pris une cité, hein, donc ça l'aide un petit peu en bonus. Ensuite, c'est une égalité d'hexagones, parce que les contes vampires et les hommes lézards sont égaux. Donc c'est Thomas qui empoche la deuxième place avec ses 50 hexagones et qui tue
1180 civils, et c'est Pierre avec ses hommes lézards et ses 50 hexagones qui lui sauvent 1350 civils à la fin de l'été. Donc, pour l'instant, au total du printemps et de l'été, pour les civils, Lilian et ses archers gobelins en a tué 1440. Moi et Bretonien, j'en ai sauvé 1850. Lucie et ses hauts elfes n'en a sauvé que 1760, malgré son grand empire. Henri et ses guerriers du chaos en a tué 1270. Thomas et ses contes vampires en a massacré 1730. Et enfin, Pierre domine la partie pour l'instant, avec ses hommes lézards et une belle volée à la fin de l'été, avec 1910 civils sauvés. Donc voilà, c'était la fin de l'été de cette longue vidéo de la partie de la campagne de l'Estalie pour l'été. J'espère que ça vous a plu. Nous, on est hyper contents. Ça a été très violent, il y a eu plein de batailles, tout le monde a pu combattre. J'espère que ça vous a plu, que les photos et que la partie et la campagne sont à votre goût. On se retrouve pour la semaine prochaine, peut-être, sinon un peu plus tard pour l'automne. On verra comment ça se déroule. Et puis surtout qu'il y a de la neige, donc bien l'hiver va vite arriver. Winter is coming, bien entendu. Donc écoutez, portez-vous bien. On se retrouve prochainement pour l'épisode 37 de Warhammer Media Amateur. On vous embrasse tous et longue vie à Battle, au vrai Battle. Allez, à la prochaine.